Avant de commencer la vidéo, on passe au traditionnel vote. Pour le prochain épisode de Flopbuster, je vous propose de voter entre Il était une fois en Amérique et La Porte du Paradis. Vous l'aurez compris, on parlera de flops gigantesques qui marquent la fin d'une époque, d'une industrie. Quel que soit le résultat, j'ai très hâte de vous parler d'un de ces deux films. So, may we start? Tout commence à l'été 1984, alors que les exécutifs de chez Universal découvrent un premier montage en chantier de Brésil. Marvin Antonowski, une des têtes pensantes du marketing d'Universal à l'époque, résume les faits assez clairement du point de vue du studio. C'est un très bon film, mais il est invendable. Dès cet instant, Terry Gilliam sent que la situation tourne très mal pour lui. And I went up to the projection booth and I was looking down and I saw as the lights came up the back of those necks and I knew we were in big trouble. I mean, every muscle was knotted, every tendon and ligament was just, there was hatred written all over the back of those heads. Sidney Sheinberg, président et directeur d'Universal, lâchera alors à la fin de la séance « On va devoir vendre ça comme le film de la décennie ». Si le producteur Arnon Milchan l'interprète comme une excellente nouvelle, Terry Gilliam comprend le message. Du point de vue de Sheinberg, seule une promotion agressive et démesurée pourrait sauver les meubles sur un projet auquel personne ne croit plus. La première demande du studio viendra dès le lendemain de cette projection test. Universal réclame une version plus courte. Dans les jours qui suivent, une projection test est organisée auprès d'étudiants en psychologie et philosophie que le studio estime être le public pouvant être le plus enthousiasmé par l'étrangeté du film. Verdict ? D'après les témoignages, bon nombre de spectateurs sortent avant la fin de la séance. Les projections test suivantes confirment la donne, le public ne sait pas quoi faire de Brésil, et le studio non plus. Et c'est là que Sidney Sheinberg entre en scène. Persuadé que la casse peut être limitée au box-office, Sheinberg est d'avis qu'en supprimant des scènes trop déprimantes, en tournant une fin heureuse et en rendant le film plus court, Universal peut transformer Brésil en pur film commercial. Dans les jours qui suivent, Gilliam est renvoyé à Londres avec comme mission de livrer un nouveau montage pour les États-Unis qui ne devrait pas excéder 2h05, alors même que la Fox, qui a racheté les droits internationaux, a déjà validé son montage de 2h22 pour le marché européen. Après plusieurs semaines de travail sur le montage, Gilliam livre une nouvelle version de 2h11. Universal rejette cette version et l'informe qu'il se voit retirer le droit au montage final que son contrat stipulait pourtant dès le début du projet. Pire, il apprend qu'une équipe travaille déjà sur un autre montage depuis plusieurs semaines alors qu'il n'avait même pas été mis au courant. Le mot d'ordre est que le message du film doit être « L'amour triomphe de tout ». Brésil est en passe de devenir un tout autre film, mais certainement pas celui que Gilliam imaginait. À ce stade, il existe 3 versions de Brésil. La version de Gilliam, 2h22, acceptée en Europe, la version américaine de 2h11, et la version des producteurs qui ne durait qu'1h34, et qui se présentait comme étant beaucoup plus lumineuse. Terry Gilliam et Arnon Milchan comprennent alors un point précis. Ils ne peuvent pas battre Sheinberg et Universal sur le terrain juridique. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont baisser les bras. Ils décident alors de livrer une guerre sur un autre terrain, une guerre médiatique. Gilliam achète une page entière de Variety sur laquelle il n'écrira que quelques mots. « Cher Sid Sheinberg, quand allez-vous sortir mon film Brésil ?» La guerre médiatique est déclarée. Par message interposé dans différents journaux, Gilliam et Sheinberg vont s'adresser des messages de plus en plus cinglants. There are basically 3 elements in his version of this film. One is this soul who feels himself oppressed, and the other is the element of the state, and the third are these terrorists. He may have started off identifying himself with the oppressed. I think at this point of the game, he has now relegated himself to being a terrorist. Dans une interview pour Good Morning America, Johan Lunden, le présentateur, demande à Gilliam « J'ai entendu que vous avez des soucis avec le studio. Est-ce que c'est correct ?» Gilliam lui répond alors « Non, j'ai seulement des problèmes avec Sid Sheinberg. Voici sa photo. » Et il sort une photo de sa poche pour la montrer à tout le public.
Le 18 octobre, Terry Gilliam va encore plus loin dans la provocation en montrant clandestinement son montage de Brazil à des étudiants en cinéma. Problème, la veille de la projection, Universal reçoit un des tracts d'annonces postés sur le campus et appelle le projectionniste pour lui interdire de diffuser le film. Pendant plus d'1 heure, Gilliam et son avocat négocient auprès d'Universal pour montrer le film aux étudiants. Après des discussions très mouvementées, Universal lui autorise la diffusion, mais seulement de quelques scènes. Terry arrived about 15 minutes after I got there, maybe a half hour, and we all met and decided to show a film clip, roughly the entire length of the film. Le jour même, Gilliam se rend au Californian Film Institute pour y projeter son montage. Le lendemain, il invite des critiques à l'institut et leur montre également son montage, de façon clandestine. À ce stade-là, la situation est si stressante pour Terry Gilliam qu'il confie avoir perdu toute sensation dans ses jambes pendant 1 semaine complète. La nuit de la première new-yorkaise de Out of Africa, le film majeur sur lequel Sheinberg et Universal étaient concentrés, les Los Angeles Film Critics Association rendent leur verdict et c'est un véritable choc. Le Brésil clandestin, dans son montage version Gilliam, remporte les titres du meilleur film, meilleur scénario et meilleur réalisateur. Mise au pied du mur par la presse, l'opinion publique qui a pris parti pour l'opprimé défiant le système, et maintenant par l'élite des critiques du pays, Universal craque. 2 jours à peine après l'annonce des 3 prix, le studio publie un communiqué officiel pour annoncer que Brésil sortirait enfin dans sa version américaine, à savoir la version de 2h11, raccourcie certes, mais supervisée et validée par Terry Gilliam en personne. La version des producteurs sera tout de même conservée et diffusée à la télévision américaine, et le résultat est sidérant. Des séquences fantaisistes y sont coupées, la fin est radicalement différente, le film entier est totalement handicapé par des coupes vulgaires et risibles qui aident à comprendre la virulence avec laquelle Gilliam s'est battu pour que son œuvre l'emporte. As long as my name is on the film, what is done to it is done to me. There's no way of separating these two entities. I feel every cut. If you really wish to make your version of Brazil, then put your name on it. Then you can do what you like. Sid Sheinberg's Brazil has a nice ring to it. Si le triomphe critique à Los Angeles laissait entrevoir une sortie nationale auréolée de compliments pour Brésil, la réalité a été bien plus nuancée. Le Los Angeles Times parle du meilleur film satirique depuis Dr. Folamour. Le New York Times salue le film comme un superbe exemple du pouvoir de la comédie lorsqu'elle traite des idées sérieuses. Malheureusement, tous les critiques ne partagent pas ce point de vue. This is a confused and unsatisfying film in which the magnitude of the special effects and the chaotic implications of the plot make the movie hard work for any audience to follow, let alone appreciate. It has really one idea and one idea only, which is we are being overwhelmed by technology. Hardly a fresh idea. It beats it to death, beautifully beats it to death. That's what I want to say. It's a beautiful beating to death of one idea. À sa sortie, malgré le buzz des batailles médiatiques, Brésil finit par être un échec commercial total. Il termine sa course aux États-Unis juste en dessous des 10 millions de dollars, loin des 15 millions de son budget. Il terminera 75e au classement box-office américain de l'année, loin, très loin, des espoirs fixés par Universal. Paradoxalement, en Europe, qui a vu sortir la version complète et longue de Gilliam, l'accueil est bien meilleur. En France, on parle de plus d'1 million d'entrées. Arnon Milchan, le producteur, a alors enchaîné 4 flops cultes consécutifs. The King of Comedy de Scorsese, Once Upon a Time in America, Brazil et Legend. Avec les ventes de VHS, Universal remboursera de justesse son investissement. Et pourtant, comme toujours quand on parle de flop culte, il faudra des années avant que l'histoire ne donne raison à Gilliam. Le film va devenir un objet culte des vidéoclubs. Les différentes rééditions VHS, puis DVD, dont celle qui offre enfin la version longue au public américain, attirent de plus en plus de monde, et le film devient un des grands classiques du catalogue Universal. En 2004, Total Film place Brésil comme le 20e plus grand film britannique de tous les temps. En 2005, le Time l'ajoute à sa liste des 100 plus grands films de tous les temps. En 2011, Empire le classe 83e dans la liste des 500 plus grands films de tous les temps. La postérité aura largement donné raison à Terry Gilliam. Du côté des inspirations, on reconnaît une œuvre culte à l'impact qu'elle a sur d'autres grands artistes. Et là encore, on retrouve des références de Brésil chez Caro et Jeunet, en particulier La Cité des Enfants Perdus, dans Dark City d'Alex Proyas, dans Le Grand Saut des frères Cohen. Aronofsky s'est beaucoup inspiré des décors de l'appartement pour créer celui de son personnage principal, dans Pi.
Anton Furst, décorateur du Batman de Tim Burton, a cité Brazil comme une de ses inspirations principales pour créer sa vision de Gotham. Aussi surprenant que ça puisse paraître, Neil Marshall a lui aussi reconnu s'être inspiré de Brazil pour son film d'horreur The Descent. Et pourtant, quand on compare la conclusion de ces deux œuvres, la filiation est évidente. Enfin, Brazil a ouvert la voie à de nombreuses œuvres steampunk, rétro-futuristes, que ce soit au cinéma, en série, en littérature ou même en jeux vidéo. Mais du coup, Brazil, qu'est-ce que ça vaut? Et de quoi ça parle exactement? Dans un système dystopique où la bureaucratie et la délation règnent, Sam Lowry, un employé à la vie bien rangée, se met progressivement à dos tout le système pour poursuivre la femme de ses rêves. Ce qui frappe, c'est à quel point l'absurde grinçant de Gilliam évolue avec ce film. S'il ne provoquait que le rire dans sa période Monty Python, même un rire qui sous-entend une réflexion, ici c'est l'angoisse qui l'emporte. En déformant à l'image les visages, les perspectives, les décors, Gilliam déforme toute notre perception du réel et de la normalité. Il nous plonge ici dans un monde où le principe a été remplacé par la loi. Une loi absolue, froide, qui ne laisse aucune place à l'esprit critique ou à une quelconque logique. La bureaucratie dans tout ce qu'elle peut contenir d'infernal. Totally. No, bureaucracy has always made me crazy. It's people who just follow orders and don't actually, they sort of file their humanity away and just follow orders. À vrai dire, même dans les sublimes séquences de rêves qui se présentent comme une forme de relecture des contes de fées, les monstres qu'affronte Sam Lowry sont tirés de son quotidien. Un géant fait de la tuyauterie de la ville, des sbires qui portent le même masque que le bourreau qui s'occupe des interrogatoires. Dans ce monde-là, la notion même d'évasion n'existe plus. L'imaginaire se construit à partir d'un réel terne. Cela sera souligné par l'absurde tragique lorsque Sam demande à Jill de fuir et qu'elle lui répond « Cet enfermement, Gilliam nous le fait ressentir, paradoxalement, en élargissant le cadre. Après sa rencontre avec Jill, Sam, qui était essentiellement filmé en intérieur, dans son appartement ou au travail, est plus souvent mise en scène à l'extérieur, dans le hall gigantesque de son nouveau bureau. Même la salle de torture offre un espace colossal. Et pourtant, cet espace aussi infini que terne semble nous enfermer encore plus, nous montrer que même en élargissant notre perspective, il n'y a aucun point de fuite, aucun espoir, si ce n'est la folie. Dans le monde de Brazil, les élites ont embrassé le fait que la raison ait été remplacée par la règle, que l'administratif gouverne absolument tout, et les opprimés seront immédiatement ajoutés à la liste des interminables terroristes à la moindre offense. Comme toute grande œuvre de science-fiction, on comprend toutes les qualités de Brazil en constatant à quel point ces thématiques ont malheureusement trop bien vieilli. L'autoritarisme passif, la désinformation, la surveillance constante liée à la technologie, les propagandes publicitaires, la consommation comme nouveau culte, chaque détail de ce monde résonne encore plus que jamais à notre époque. D'ailleurs, Terry Gilliam a été le premier surpris qu'on aborde son film essentiellement sous l'angle de la science-fiction, là où lui voyait surtout une chronique documentaire de son époque. Because I don't think it's science fiction at the time. It was more of a documentary as far as I was concerned about the world that it seemed we were living in. C'est d'ailleurs pour cela que le happy end demandé par Universal était un non-sens absolu. Brazil parle de l'échec d'une société. Il parle de l'impossibilité pour une institution de veiller au bonheur de ses membres sans les broyer, sans verser dans l'oppression pour un bien collectif qui finit irrémédiablement par être synonyme du bien des élites. En interview, Gilliam a confié qu'il voit la fin de son film comme la seule fin heureuse possible dans l'univers qu'il nous dépeint, la folie et le renoncement. Renoncer de faire partie du réel, nier sa place en tant qu'être social, perdre toute raison de soi pour ne plus vivre que dans un fantasme, aussi faux soit-il, un fantasme qui fait du bien. Brazil, c'est beau, c'est brillant, c'est parfois à mourir de rire, souvent déchirant. C'est une de ces œuvres qui parvient à traiter de tant de choses sans jamais en faire trop, ou plutôt en tirant sa force de ses excès. Et puis, c'est ce film de sale gosse qui appuie sur nos hypocrisies, nos contradictions, nos concessions quotidiennes. Remis dans la perspective de la filmographie de Gilliam, le dernier quart d'heure verse dans un trip halluciné qui annonçait déjà les visions psychédéliques et cauchemardesques de Las Vegas Parano, mon film préféré du cinéaste, mais ça, je vous en avais déjà parlé dans Cinescope. Bref, c'est un immense film à découvrir et à redécouvrir à l'infini. J'espère que ce double épisode de Flopbuster vous a plu. Merci à tous, n'hésitez pas à voter en commentaire, à liker, vous abonner, partager. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee, sur Insta, sur Twitter, vous connaissez la chanson. Pour ma part, je vous dis à bientôt
pour de nouvelles aventures.